Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La succession de Nkosazana Dlamini Zuma se fera lors du 27e sommet de l'Union africaine qui se tient actuellement au Rwanda. Le bilan de ces 4 ans de présidence à la Commission de l'Union africaine est à suivre dans cette édition. Également dans l'actualité, au Soudan du Sud, le calme est revenu à Juba après 4 jours de violents combats. Une situation déplorée par les Nations Unies qui prévoit un possible embargo sur les armes dans le pays. Et puis nous irons au Cameroun en fin d'édition pour découvrir la préparation des athlètes en vue des Jeux Olympiques de Rio au Brésil. 24 sportifs camerounais doivent participer à cette compétition qui débutera le 5 août 2016. Mais tout d'abord, au Mali, une mission gouvernementale de haut niveau conduite par le ministre de l'administration territoriale, Abdoulaye Idrissa Maïga, s'est rendue à Gao ce mercredi 13 juillet. Une visite au lendemain de la manifestation contre l'installation des autorités intérimaires qui a dégénéré en faisant 4 victimes. Cette délégation a rencontré les différentes composantes de la société et de la population dans le but de trouver des réponses aux préoccupations des différentes parties. Qui succédera à Nkosazana Dlamini Zuma à la tête de la Commission de l'Union africaine? C'est l'une des principales questions qui animent le 27e sommet de l'Union africaine qui se tient actuellement au Rwanda. Dans le but de découvrir cette réponse, les équipes d'Africa 24 ont animé une émission spéciale sur le bilan de ces 4 ans de présidence et sur son éventuel successeur. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Oliva Jacotan. Le bilan de Mme Dlamini Zuma à la tête de la Commission de l'Union africaine est mitigé, mais elle n'est pas la seule responsable de ce fait. C'est l'essentiel des arguments des invités du 4e débat télévisé de la chaîne Africa 24. Une émission qui s'est déroulée le 13 juillet 2016 à Kigali au Rwanda en marge du 27e sommet de l'Union africaine. Pendant 1h30 minutes, ils ont planché sur le thème « Quel bilan pour Mme Zuma et quel est le profil idéal pour lui succéder à la tête de la dite commission ?» La réussite de Mme Zuma pour les uns réside dans sa forte implication dans la lutte contre Ebola et pour les autres, son échec est surtout dans le domaine de la résolution des crises. La crise qui a déchiré le Burundi depuis avril de l'année dernière, il y a eu pas mal de réunions, pas mal de décisions qui ont été prises, mais toujours l'application de toutes ces décisions prises, il n'y a rien sur le terrain. La réaction aux événements. C'est clair, nous avons parlé du Burundi tout à l'heure, mais est-ce que vous savez que pendant toute la période en fait, où le virus Ebola faisait des ravages en Afrique de l'Ouest, l'Union africaine avait le plus gros contingent sur le terrain. Nous avons déployé en l'espace d'un mois plus d'1 millier de médecins. La succession de Dlamini Zuma se joue donc au cours du sommet de Kigali. Pour les invités du débat, les tests de l'Union africaine doivent subir un réel toilettage afin de donner un sens au mandat de la Commission. Aussi, le nouveau président de la Commission devrait être une personne charismatique, ambitieuse et soucieuse de l'autonomie financière de l'institution. Il faudra réformer en profondeur l'Union africaine, assurer son autofinancement et assurer que la personne successeuse de Mme Zuma mette en place un programme sur les grandes questions comme la sécurité, la paix, le commerce, l'industrie. Le plus important, on a besoin d'un candidat ou d'un chef ou d'une cheftaine qui va continuer sur la lancée. Donc continuer les réformes, la réforme institutionnelle qui est en cours, la réforme du système administratif qui touche presque à sa fin et ensuite la réforme du système de financement. Les experts ont déjà pu débattre au cours des 4 débats sur les 9 prévus par Africa 24 dans le cadre de ces émissions spéciales sur l'Union africaine. Soulignons que la problématique des droits de l'homme et de la femme, point focal du sommet de Kigali, sera abordée sur Africa 24 dans son dernier débat le 10 juillet 2016. Et les équipes d'Africa 24 restent mobilisées pour ce 27e sommet de l'Union africaine qui se tient jusqu'au 18 juillet au Rwanda. Vous pourrez suivre en ce jour une émission spéciale consacrée à cette rencontre et présentée par Babila Seboton en direct de Kigali.
Retour au calme dans la capitale Djouba, au Soudan du Sud, après 4 jours de violents affrontements. Lundi 11 juillet, le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar ont signé un cessez-le-feu, une situation qui intervient alors que l'ONU a décrété un embargo sur les armes au Soudan du Sud et prévoit de renforcer sa mission militaire dans le pays. Deogracia Spodo. Au lendemain des 4 jours d'affrontements entre forces loyalistes, fidèles au président Salva Kiir et des ex-rebelles partisans du vice-président Riek Machar, la situation reste fragile au Soudan du Sud. Lundi 11 juillet 2016, un cessez-le-feu a été signé entre les différents protagonistes, mais la crise demeure inquiétante pour les populations et les organismes internationaux. La commission de suivi et d'évaluation de l'accord de paix mis en place par l'Union africaine a appelé au respect du protocole signé en août 2015. Les Nations unies, de leur côté, envisagent le renforcement de l'effectif de la MINUS, mission de l'ONU pour le Soudan du Sud. Nous avons désespérément besoin d'hélicoptères d'attaque et d'autres matériels pour remplir notre mandat de protection des civils. Les dirigeants du Soudan du Sud ont une nouvelle fois déçu leur peuple. Rarement un pays aura gâché autant de promesses en si peu de temps. Le cessez-le-feu semble être respecté depuis son entrée en vigueur, mais beaucoup craignent un nouveau cycle de violence pouvant basculer le pays dans une nouvelle guerre civile. Selon certains observateurs, la situation pourrait échapper au contrôle des principaux leaders dans chaque camp. Ces derniers sont appelés à la fermeté et à une prise de responsabilité. Sur place, difficile d'établir un bilan précis au lendemain des affrontements, mais selon l'ONU, à Djouba, au moins 35 000 personnes ont dû fuir les combats. Je déclare aujourd'hui que les forces sous mes ordres ne combattent pas les forces gouvernementales. Elles ne vont pas affronter le gouvernement pour que le peuple du Soudan du Sud puisse avoir la paix. Nous ne voulons pas continuer cette guerre qui n'a pas de sens. Malgré l'appel à la mobilisation du secrétaire général des Nations Unies, certains experts estiment que le conflit actuel au Soudan du Sud ne pourrait être réglé uniquement que par un renforcement de la MINUS. Récemment, le Conseil de sécurité de l'ONU avait réclamé un embargo sur les armes, des sanctions ciblées contre les responsables de violences à l'endroit des civils, mais aussi l'implication d'autres États dans la résolution du conflit. Dans le reste de l'actualité, au Zimbabwe, le pasteur Evan Mawarir a été libéré ce mercredi 13 juillet sur ordre de la Cour de justice. Il avait été inculpé la veille pour incitation à la violence, mais aussi pour tentative de renversement du gouvernement. Ce pasteur, très actif sur les réseaux sociaux, est à l'origine de la mobilisation anti-Mugabe, #TheFlag, qui dénonce la corruption et le chômage dans le pays. Au Bénin, le verdict est tombé pour les candidats au certificat d'études primaires et pour ceux du brevet d'études du premier cycle. Et cette année, le taux de réussite nationale a considérablement chuté. Il s'élève à 16% en 2016, soit près de 14% de moins qu'en 2015. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Lefti Ounou. L'éducation béninoise a enregistré cette année une chute drastique des taux de réussite des apprenants aux examens du certificat d'études primaires CEP et du brevet d'études du premier cycle BEPC. Le 11 juillet 2016, les candidats au BEPC ont été fixés sur leur sort. Sur 195 149 candidats ayant pris part à cet examen, seulement 31 221 ont pu tirer leur épingle du jeu. Ce qui fait un taux de réussite de 16% contre 30,42 en 2015. Une semaine plus tôt, le CEP affichait un taux de réussite de 39,26% sur le plan national contre 89,61 en 2015. Ces résultats au BEPC et au CEP 2016 sont les plus catastrophiques que le Bénin ait enregistrés depuis plusieurs années. Je suis très content, mais vraiment, on n'a jamais vu ces résultats auparavant. Vraiment, c'est catastrophique puisque on a réellement constaté qu'il faudrait qu'on ait une amélioration au niveau de l'éducation. Parce que de nos jours, on ne comprend plus rien et les professeurs aussi ont tendance à ne pas bien expliquer le cours en classe. Les responsabilités sont partagées. Le taux ne me dit absolument rien. Parce que aussi bien que dans le rang des enseignants que dans le rang des élèves, tous, nous avons notre mot à dire. Tous, on a été à l'origine de cet échec. Les disparités observées dans les résultats des examens du CEP et du BEPC cette année seraient dues au fait que les autorités chargées de l'organisation et de la correction de cet examen ont opposé un refus catégorique au rachat des candidats. Selon les acteurs du système éducatif, plusieurs raisons expliquent cette chute drastique du taux de réussite aux examens du CEP et BEPC session 2016. L'État sait très bien que la première cause fondamentale de l'échec scolaire chez nous au Bénin, c'est la pénurie d'enseignants qualifiés et
Cette pénurie s'accentue d'année en année. L'année passée, selon les données de l'UNESCO, la pénurie dans l'enseignement primaire était de l'ordre de 13 000. Au secondaire, c'est de l'ordre de 11 000 enseignants. Au niveau du supérieur, je crois que ça doit être entre 5 et 6 000. Alors, on ne peut pas avoir donc ce désir de compétences et espérer faire des miracles pédagogiques. Donc, l'environnement est contre-productif parce que nous n'avons pas d'enseignants qualifiés partout. Il y a également dans cette pénurie-là la mauvaise répartition du personnel. Hormis les causes institutionnelles, la gestion des infrastructures, la politique de recrutement des enseignants, la gestion du dialogue social, le retard des subventions allouées aux établissements pour leur fonctionnement, la politisation du système éducatif et les conditions de mise en œuvre de l'approche par compétences sont autant de handicaps qui engendrent les échecs massifs des apprenants aux examens au Bénin. Pour de nombreux experts, les résultats des différents examens reflètent le vrai visage du système éducatif. À la page sport, les Jeux Olympiques de Rio débuteront le 5 août 2016 au Brésil et 24 sportifs représenteront le Cameroun dans 6 disciplines différentes. À quelques semaines de l'entame de la compétition, l'heure est désormais à la préparation pour tenter de remporter le plus grand nombre de médailles. Un reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Depuis une quinzaine de mois, le Comité national olympique et sportif du Cameroun, en collaboration avec le ministère des Sports et de l'Éducation physique, a mis en place un cadre de préparation aux athlètes camerounais en lice pour les Jeux de Rio 2016. Après les qualifications obtenues durant les compétitions internationales et continentales, les athlètes camerounais sont immédiatement pris en charge par le Comité national olympique et sportif. Et au fur et à mesure que les athlètes sont qualifiés par les fédérations nationales en participant aux compétitions organisées à cet effet par les confédérations continentales et les fédérations internationales, nous les enregistrons, nous les mettons dans un programme de préparation pour la phase finale de participation. Le volleyball dames, la lutte, la boxe, l'haltérophilie, l'athlétisme et le judo sont, entre autres, les disciplines dans lesquelles le Cameroun va se déployer sur le sol de Rio au Brésil. Les athlètes qui ont obtenu leur ticket qualificatif dans ces disciplines ont rejoint il y a quelques mois les centres de préparation agréés de par le monde. Actuellement, l'équipe du volleyball dames se trouve à Sao Paulo, au Brésil. L'équipe de boxe, 3 boxeurs, se trouve à Kiev, en Ukraine. Il y a 2 sports qui sont ici, l'athlétisme et l'haltérophilie. Et puis la lutte se prépare pour 3 athlètes, mais 2 sont en préparation dans un centre spécifiquement dédié à la préparation des athlètes olympiques pour la lutte, qui est basé à Thiès au Sénégal. Et il y a une athlète qui, elle s'est qualifiée alors qu'elle était dans les compétitions locales ici. Les athlètes camerounais sont tous en préparation. Le challenge d'aujourd'hui est celui de glaner le maximum de médailles durant les Jeux olympiques de Rio 2016. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.